En ces temps de confinement, ce n'est pas le temps qui nous manque pour rattraper le temps et monter l'espace d'un instant dans une machine à remonter le temps pour regarder un Grand Prix d'antan. Je suis pas sûr de cette intro là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Chez moi, il pleut et du coup c'est l'occasion parfaite pour regarder un vieux Grand Prix et pour dépenser de l'argent et d'acheter la F1 TV Pro. Oui, j'ai craqué, mais du coup aujourd'hui ça me permet de vous emmener dans les années 80 et on a regardé le Grand Prix de Monaco 82 et je vais vous en parler tout de suite. Bon, il faut qu'on commence par parler des modifications sur le circuit. Il y a plusieurs choses qui changent, notamment le premier virage qui est une sorte de double virage. Aujourd'hui on a une espèce de petite courbe à gauche avant le virage à droite. Et avant c'était plus prononcé, il y avait vraiment une espèce de gauche-droite plus prononcé. Ensuite les S de la piscine ne sont pas vraiment des S, il n'y a pas l'espèce de section rapide, c'est vraiment un contournement de la piscine de manière un peu carrée, ça fait un gauche-droite, droite-gauche. On peut aussi dire que la rascasse est plus carrée, il y a deux freinages on va dire, il y a un freinage avant d'arriver à la rascasse et un freinage pour en sortir, quand aujourd'hui on freine qu'au moment de sortir de la rascasse, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais l'image peut peut-être vous aider. Et enfin le plus choquant c'est la chicane du porc, en fait n'en est clairement pas une, il y a juste un truc à traverser mais les pilotes ne freinent pas du tout, c'est même d'ailleurs assez flippant, ils passent une vitesse assez folle, il y a une caméra qui est passée juste à cet endroit là qui le montre et c'est vraiment assez impressionnant de le voir, d'autant plus que là faut qu'on ouvre un chapitre qui s'appelle les vibreurs. Voilà, les vibreurs, on va pas se mentir, c'est pas des vibreurs, c'est des trottoirs peints en rouge et blanc, c'est vraiment assez flippant, c'est d'autant plus dangereux que il y a très peu de protection qui retient les pilotes de tomber à l'eau. Il y a juste une barrière qui arrive à mi-hauteur, je pense à hauteur des genoux. Clairement, un pilote prend le vibreur à la chicane, il s'envole un peu, il retombe mal, il peut très bien aller dans l'eau. Donc ça m'a vraiment surpris qu'en 82, il y ait toujours ça. Bon, ensuite j'ai quelques remarques avant de commencer, et la première c'est l'étrangeté des voitures. Voilà, on le sait, à cette époque-là les voitures n'étaient pas les mêmes, mais celles-là sont vraiment étranges, elles ont l'air raides, lourdes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on voit qu'il y a quand même un énorme travail de suspension, mais elles sont quand même assez lourdes, elles chassent énormément de l'arrière, hein. On voit vraiment que la puissance vient de l'arrière, c'est tout le temps que les pilotes doivent mettre des petits coups de volant à la réaccélération pour éviter qu'elles partent, donc on voit vraiment que c'est un vrai effort de les conduire, et puis niveau style, il y a un vrai problème quoi, elles ont l'air vachement hautes, il y a cette barre en métal, le pilote a l'air super haut dans la voiture, surtout ce qui m'a choqué c'est qu'elles sont toutes différentes, voilà la Renault elle est un peu carrée, en même temps on sent qu'il y a une espèce d'aérodynamisme, la Ferrari elle est plus allongée, et elle a un nez vachement court, et puis elle a, franchement, faut qu'on le dise, cet aileron avant c'est une pelle à neige, c'est pas autre chose, c'est un chasse-neige en fait, c'est incroyable. Et puis il y a la Brabham elle a carrément pas d'aileron, donc enfin franchement, tu mets toutes les voitures, les trois voitures, la Renault, la Ferrari et la Brabham à côté, t'as l'impression que ces trois voitures de 70, 80, 90, enfin elles peuvent être totalement d'une ère différente, elles ont toutes été designées avec une philosophie différente et je trouve ça vraiment incroyable, c'est particulièrement marquant. Bon puis bien sûr il y a des petits détails qui choquent sur la voiture, il y a moins de trucs aéro, les ailerons sont plus basiques etc. Mais bon ça c'est assez logique. Après il faut aussi dire qu'il y a un monde fou en bord de piste, déjà le public c'est énorme, les tribunes sont remplies de partout, mais il y a un monde fou, notamment dans le premier virage, après la grosse montée après le premier virage là vers Massenet, il y a un monde de dingue sur la route à droite, alors qu'il n'y a qu'une petite barrière. Pareil dans les droites des stands, il y a du monde sur le côté droit de la piste, alors que maintenant il n'y a que les pit walls, etc. Avant qu'on démarre, je vous donne la grille. Premier Arnoux sur sa Renault en pôle, devant la Brabham de Patrese, l'Alfa de Giacomelli, la Renault de Prost, la Ferrari Pironi, puis la Williams de Rosberg. La course part et la première chose que je remarque c'est l'impossibilité totale de comprendre ce qu'il se passe. Même en connaissant les pilotes et le numéro des pilotes, on a beaucoup de mal à suivre parce que voilà, il n'y a rien sur l'écran qui nous aide à savoir à combien de tours on est, qui est en tête, qu'est-ce qu'on a sous les yeux, voilà. Vraiment c'est juste des images qui défilent, faut comprendre, les images changent assez souvent, faut tout connaître pour comprendre. Il faut se fier à ce que dit le commentateur et à nos yeux, les seules infos qu'on a c'est un tableau des 6 premiers qui est affiché tous les 10 tours. Entre temps on a quelques fois de manière aléatoire un petit écriteau avec l'écart entre deux pilotes ou le nom d'un pilote, voilà c'est vraiment aléatoire. Pareil pour les ralentis, on n'a pas de replay, on a juste à un moment donné un replay d'un dépassement de Prost sur Patrese parce qu'on l'avait raté. Puisqu'on est sur la réalisation, j'ajoute que je la trouve plutôt pas mal du coup, avec pas mal de plans, on suit bien les voitures, il y a un vrai effort de mise en scène de tout ça, de bien suivre les batailles et tout, franchement on suit tout très bien, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait que peut-être une dizaine de caméras à des points très fixes, non les caméras bougent, on suit les voitures, il y a même par moments des plans larges, on écarte, on arrive à faire des belles prises de vue entre le premier et le deuxième à l'endroit de la piscine, enfin, franchement j'ai été agréablement surpris même si forcément il n'y a pas tous les ralentis, les on-board, les machins, enfin je m'attendais pas à ça, mais franchement
très surpris, la réalisation est franchement très très bonne. Bon sinon revenons à la course, Arnoux s'envole et est suivi par Prost qui a doublé tout le monde et qui est deuxième devant Patrese. Oui mais vers le tour 15, Arnoux va faire une grosse erreur à l'entrée de la piscine, une glissade voilà, qui va tout simplement lui permettre de ne pas repartir puisque je crois qu'il a calé ou un truc comme ça. Et là il faut qu'on ouvre un chapitre qui est la gestion des incidents de course. C'est quelque chose. Donc là on a Arnoux qui est arrêté en plein milieu de la piste, voilà. Et comment on gère ça? Bien simplement avec un petit drapeau jaune. Il y a Prost qui passe à pleine vitesse à côté, qui le voit au dernier moment, qui aurait très bien pu percuter Arnoux qui était encore dans sa voiture. Tous les pilotes passent à fond, la course s'arrête pas, c'est comme s'il se passait absolument rien. Et le pire de tout ça, c'est peut-être les commissaires, voilà, déjà, il y en a un nombre fou, ils ont des protections qui sont pas du tout adéquates, ils ont une tenue très très légère pour leur métier. Puis c'est la confusion totale, il y en a 5-6 qui voient que la voiture d'Arnoux est stoppée, du coup vite ils se rapprochent, qu'est-ce qu'on fait? Ils enjambent la barrière alors qu'il y a encore des pilotes qui courent à fond, ils vont voir Arnoux, genre ça va vite fait. Aucun ne sait ce qu'il doit vraiment faire, il n'y a aucune organisation. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a marqué. Au final, heureusement, à côté de là, il y a une grue qui retire la voiture d'Arnoux, mais là aussi c'est folklorique parce que ça se fait en un tour, sincèrement, c'était très rapide, mais c'était surtout très dangereux parce que la course est absolument pas neutralisée. Et on retire la voiture d'Arnoux par une grue alors que tout le monde passe en dessous. Et après la voiture elle est posée juste à côté de la piste, bon, c'est dingue, bon, forcément c'est dingue. Et quand il n'y a pas de grue, eh ben, on laisse la voiture là où elle est, alors c'est... Sur certains circuits ça peut passer, mais là on est à Monaco, c'est ultra problématique. Et quand Salazar tombe en panne à Massenet, là, enfin juste avant le casino, c'est super dangereux, ça tourne légèrement, ça va très vite à cet endroit-là. Et bien vu qu'on peut pas soulever sa voiture pour la mettre ailleurs, ben on va la laisser là. Et là pareil, il y a juste un commissaire avec un petit drapeau jaune, enfin, c'est super dangereux. Mon dernier point là-dessus sur les incidents de course, c'est énorme de voir les pilotes après leur abandon. Genre là on voit Arnoux qui descend, qui marche sur les cailloux du port, il s'assoit juste à côté de là où il y a sa voiture. Il parle avec un mécano, enfin c'est incroyable, quand aujourd'hui on aurait juste droit à un petit sorry guys à la radio, puis le mec partirait sur un scooter direction son stand, et on le reverrait que 2 heures après pour une interview très cadrée avec son attaché de presse juste à côté. Autre scène un peu marrante, quand Lafitte s'arrête pour abandonner au stand, et là on voit le monde qu'il y a dans les stands, c'est un truc de mal. Sincèrement je sais même pas comment c'est possible qu'il y ait autant de monde, il y a une cohue, il y a un machin. C'est totalement impossible pour les mecs qui bossent dans les stands de comprendre quoi que ce soit à la course. Il y a une cohue, un vacarme, un monde fou, tu peux rien gérer. Enfin, ça m'a vraiment donné l'impression qu'en fait, c'est totalement impossible de bosser si t'es un mec qui bosse dans la pit lane. Bon, revenons à la course, elle est très serrée au niveau du tour 20, et c'est là qu'arrivent les retardataires. Bon, croyez-le ou non, il y avait déjà des drapeaux bleus. Mais le problème c'est que leur utilisation est super aléatoire, ça tient à la bonne compréhension et au bon vouloir des commissaires en bord de piste qui n'ont aucune info hiérarchique et qui juste doivent se fier à ce qu'ils voient pour se dire ah peut-être que lui il faut que je mette un drapeau bleu. Donc forcément le pilote le respecte pas parce qu'il n'y a pas forcément de sanctions, donc on a droit à des scènes assez incroyables de retardataires qui bloquent mais qui finissent par laisser passer au bout d'un moment parce qu'il y a quand même des drapeaux bleus. À un moment donné on a même Piquet qui bloque son coéquipier Patrese et qui lui fait perdre je crois 5 secondes sur Prost, enfin bon, c'est folklore, mais il y avait des drapeaux bleus et je m'attendais à pire. La course continue avec un petit point, l'abandon de Chiver, et là on voit, il démonte sa voiture et on voit juste à quel point c'est un cercueil ambulant quoi. Les pieds traversent, enfin bon, c'est horrible, mais ça mériterait une vidéo en entier je pense parce que c'est effroyable. Bon, la course continue, les erreurs se multiplient, abandon pour Lauda, Piquet, Rosberg, il y a un crash aussi pour Daly qui perd son aileron arrière. Et il y a la pluie qui commence à apparaître, Prost fait même des signes pour tout arrêter, mais bon, finalement ça s'arrêtera pas. Et il est toujours confortablement en tête devant Patrese, Pironi et De Cesaris. On entre dans les 3 derniers tours et là Prost fait une invraisemblable erreur à la sortie de la chicane du port, il perd le contrôle, il tape le rail de plein fouet, bam, la roue s'envole, abandon. Il sort de sa voiture, la voiture elle sera pas enlevée parce que ils peuvent pas l'enlever à son endroit, donc elle sera légèrement poussée. Les débris qu'il y a sur la piste ils seront enlevés un peu comme ils peuvent, s'ils peuvent, par les commissaires. Bon, du coup avec cet abandon incroyable de Prost, la victoire semble revenir à Patrese qui donc le double et entre dans l'avant-dernier tour. Sauf qu'à l'arrivée à l'épingle du Loves, il fait une glissade terrible. Il perd la tête, il s'est passé par Pironi, Daly et De Cesaris, et bon à la base il devait même pas repartir, mais à cet endroit là c'est en pente, il a un peu de chance, bam, la première repasse, il repart. Mais il n'aurait jamais dû repartir, normalement c'était totalement fini pour lui. Donc là le public applaudit, tout le monde comprend que Pironi est en tête, donc quand même les spectateurs avaient une bonne lecture de la course. Tout le monde acclame Pironi, on entend dans les voix bravo Pironi, etc. Et là à l'entrée du dernier tour c'est un peu confus, il double des retardataires qui vont à 2 à l'heure, mais lui aussi il va à 2 à l'heure, on comprend rien, et à l'entrée du tunnel il va tout simplement s'arrêter. En fait il est victime d'un court-circuit au niveau de son allumage à cause de l'humidité. Il y a une scène terrible dans le tunnel où il est poussé par des commissaires en plein tunnel, donc il n'y a aucune visibilité, ça tourne, etc. Les commissaires sont guidés à la voie par un autre commissaire qui reste de l'autre côté de la barrière, qui leur dit attention il y a une voiture qui arrive, et à un moment donné du coup ils ressautent tous du côté de la barrière. Bon, passons et revenons sur la course, mais alors qui va gagner? Bon, du coup De Cesaris a peut-être pris la tête, et non, le plan d'après c'est De Cesaris qui est arrêté, qui est stoppé, il a dû avoir aussi un problème, donc qui est en tête?
D'un seul coup, on se souvient qu'il y a une voiture sans aileron arrière qui a doublé Pironi à l'entrée du tunnel, et on se souvient que ce mec-là, c'est Derek Daly, donc il y a eu un crash il y a 20 tours, qui a plus d'aileron arrière, il est en tête, il va gagner. C'est le dernier tour, il reste 3 virages, et là, nouveau plan, on voit la voiture, la Williams de Daly, qui est totalement arrêtée. On ne sait pas ce qui se passe, il lui manque un bout d'aileron avant, etc. Au final, je crois qu'il aura une fuite d'huile dans sa boîte à vitesse. Mais tout ça se passe en 30 secondes. Il y a 3 abandons pour 3 leaders en 30 secondes, plus ce qui est arrivé à Patrese et Prost dans les 2 tours d'avant. Donc ça devient vraiment dingue. Et au final, la victoire revient à Patrese, voilà, qui avait fait son erreur, mais qui avait pu repartir, et qui n'a pas fait d'erreur, qui n'a pas eu de panne d'essence dans le dernier tour, et qui a doublé ses 3 collègues. Victoire incroyable, c'est sa première victoire en plus en carrière, enfin, c'est dingue, lui-même il comprend pas qu'il a gagné au début, et là après il y a une confusion terrible sur qui est deuxième, qui est troisième, on se dit que c'est Mansell qui est deuxième, en fait finalement on s'aperçoit qu'il a un tour de retard sur Pironi et De Cesaris, donc au final c'est Pironi et De Cesaris qui sont deuxième et troisième en n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée. C'est fou. Le Grand Prix se termine sur cette image incroyable de Patrese qui fait un tour d'honneur, il est même pas sûr d'avoir gagné, puis il voit Pironi qui lui fait du stop dans le tunnel, donc il finit par prendre Pironi sur le dos de sa voiture, Pironi qui est assis sur ce truc qui peut l'emmener à la mort à tout instant, il a plus de casque et tout, et ils passent tous les deux devant le cadavre de la voiture de Prost qui est déjà là depuis 5 tours, mais que personne n'a jugé bon d'enlever. Il y a Prost qui est encore là assis, qui a enlevé ses chaussures parce qu'il a mal à la cheville. Enfin, bon, image incroyable. Bon, wow, quel Grand Prix, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Bon, déjà la première chose, c'est génial de revoir des courses d'il y a 40 ans et de remarquer plein de détails, que ce soit au niveau du circuit, des voitures, etc. C'est des trucs qu'on connaît, mais c'est toujours impressionnant de les voir en vrai lors d'une vraie course. Bien évidemment, ce qui frappe, c'est le manque de sécurité et les petites folies au niveau des gestions d'incidents de course. Je m'y attendais. Il y a certains trucs, je pensais qu'en 82 c'était réglé, typiquement le rail de sécurité qui fait 20 cm pour les piscines, je pensais qu'en 82 quand même il y avait des trucs un peu plus sécures. Mais je pense que ce qui m'a frappé le plus, c'est vraiment que les pilotes sont totalement livrés à eux-mêmes pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de calcul, c'est à fond. Il n'y a personne qui est là pour leur donner des consignes au stand, il n'y a pas d'arrêt au stand à part pour problème, donc il n'y a pas de stratégie. Ils sont vraiment à fond, ils calculent pas, ils sont quasiment dans le même temps qu'en qualif. Hormis le plein d'essence, etc. Donc ils sont à fond tout le temps. Franchement, ça m'a impressionné. Ils n'ont pas 2000 boutons à toucher sur les commandes. Donc vraiment, ils s'occupent que de conduire à fond. Et franchement, pour conduire ces bolides-là, faut être sacrément costaud. Tous les virages, t'as l'impression que la voiture elle peut se planter toute seule. Ils font tout le temps des corrections. Les freinages, c'est un calvaire. La voiture, elle est raide comme pas possible. Faut la tourner, machin. Enfin, franchement, c'est ça qui m'a le plus impressionné, je pense. Puis après, forcément, d'un détail, il y a la course en elle-même. Alors, je connaissais l'histoire avec la fameuse course que personne ne voulait gagner, avec tous ces abandons dans le dernier tiers de course, même dans les 3 derniers tours. Mais de le voir en vrai, c'est dingue parce que tu te rends compte de la réalisation de télé du truc et tu te dis que le mec était en face, en direct, devant sa télé. Il a dû halluciner, le gars. Tous les 10 secondes, on lui montrait un nouveau leader. Et puis 10 secondes après, ce leader avait un problème invraisemblable à 3 virages de l'arrivée, quoi. Donc, c'était vraiment sympa de la revoir. Il y a plein d'images assez folkloriques, machin, enfin c'est génial. Après, petit détail, il n'y a pas tant de dépassements que ça. On se plaint souvent que maintenant il n'y a plus de dépassements et tout, mais sincèrement dans ce Grand Prix, il n'y en a pas beaucoup des dépassements, donc voilà. Si vous pouvez vous faire Monaco 82, franchement je vous le conseille, c'est un beau moment. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce type de format vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire, à me conseiller peut-être des Grands Prix que vous voudrez voir fait de cette manière sur la chaîne, ça m'intéresse. N'oubliez pas non plus de penser au like, à l'abonnement, au partage si le cœur vous en dit. Aidez-moi à faire monter cette chaîne, on est bientôt aux 100 abonnés, donc ça m'arrangerait vraiment qu'on les atteigne bientôt. Voilà, je vous remercie pour tout le soutien sur les dernières vidéos également, ça me fait très très plaisir. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.